Neville Chamberlain rencontre Adolf Hitler. Le 15 septembre 1938, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain s'envole pour l'Allemagne pour essayer de convaincre Adolf Hitler de ne pas mettre à exécution ses menaces contre la Tchécoslovaquie. Après de longues négociations à Munich, Chamberlain et le Premier ministre français Édouard Daladier suggèrent délicatement aux Tchécoslovaques que les propositions de Hitler ne sont pas aussi inacceptables qu'il y paraît à première vue. Chamberlain va jusqu'à dire à son retour à Londres « Herr Hitler est un gentleman ». Chamberlain retourne en Allemagne quelques jours plus tard, le 22 septembre, pour d'autres pourparlers sur l'avenir de l'Europe qui mèneront à l'accord de Munich. La conférence de Munich. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain et le Premier ministre français Édouard Daladier rencontrent Adolf Hitler et Benito Mussolini le 15 septembre 1938 pour discuter entre autres choses de la demande que fait l'Allemagne d'annexer les Sudètes, une région de Tchécoslovaquie. Ils repartent en s'étant mis d'accord sur le pacte de Munich le 28 septembre et signent le document le jour suivant. Ce pacte est un accord de paix. On accepte de céder les Sudètes à l'Allemagne si Hitler promet en retour de ne pas réclamer d'autres territoires. En quelques mois, le pacte de Munich est en lambeaux. Il montre les dangers qu'entraîne un accord de paix. L'Allemagne occupe le reste de la Tchécoslovaquie. La paix maintenant, déclare Neville Chamberlain à son retour d'Allemagne, où il a signé le pacte de Munich avec Adolf Hitler. Dans cet accord, les Sudètes, avec leurs 3,5 millions d'habitants d'origine allemande, sont annexés à l'Allemagne, qui promet en échange de ne pas conquérir d'autres régions autrichiennes. Mais ce pacte se révèle être un pacte d'apaisement et non de paix. Le 15 mars 1939, les troupes allemandes franchissent les Sudètes et se dirigent d'abord vers Prague, puis dans toute la Bohême et la Moravie. Hitler déclare « La Tchécoslovaquie n'existe plus ». Il ne reste plus à Chamberlain qu'à se lamenter. Herr Hitler ne tient pas parole. Hitler donne l'ordre de préparer le plan Weiss, l'attaque de la Pologne. Le pacte de Munich, signé par Hitler, Mussolini et Chamberlain est en lambeaux, quand Hitler ordonne à ses troupes d'envahir la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939. Le leader allemand affiche clairement son intention d'envahir l'Europe. Au printemps 1939, il est évident que la prochaine cible de l'Allemagne est la Pologne. D'ailleurs, Hitler donne l'ordre de préparer le plan Weiss, alors que la France et l'Angleterre sont en pleine négociation pour former une alliance afin de lutter contre les forces du dictateur fasciste. L'inquiétude britannique se manifeste avec l'introduction de la conscription pour les hommes de 21 et 22 ans. Mussolini occupe l'Albanie. Le roi autoproclamé d'Albanie, le roi Zog Ier, a conclu une alliance politique et militaire avec l'Italie fasciste. Cela l'entraîne dans une lourde dépendance économique avec ce pays qui interfère désormais dans la politique intérieure et les affaires étrangères de l'Albanie. Il est évident que l'Albanie est menacée. Un an après les accords de Munich de 1938, Hitler et Mussolini signent un pacte d'assistance militaire. Au même moment, l'Allemagne envahit la Bohême et la Moravie et l'Italie annexe l'Albanie. Les troupes italiennes envahissent le pays le 7 avril 1939 et le roi Victor Emmanuel III d'Italie est immédiatement nommé roi d'Albanie. Le traité sur l'acier est signé entre l'Allemagne et l'Italie. Les activités diplomatiques qui conduisent à la Seconde Guerre mondiale sont pour le moins inhabituelles. En mars 1936, l'Allemagne occupe à nouveau la Rhénanie. C'est une violation du traité de Versailles. 2 ans plus tard, l'Allemagne annexe l'Autriche et en septembre de la même année, durant la conférence de Munich, l'Angleterre, la France et l'Italie acceptent de laisser les Sudètes à l'Allemagne et conseillent à la Tchécoslovaquie de céder son territoire en échange d'une paix garantie. L'Allemagne attaque la Tchécoslovaquie au mois de mars de l'année suivante. Finalement, le 22 mai 1939, le pacte sur l'acier est signé entre l'Italie et l'Allemagne.
l'Allemagne signe un traité de non-agression avec le Danemark. Rétrospectivement, il est évident qu'Adolf Hitler et le gouvernement allemand se servent de la diplomatie dans un but tactique et considèrent les traités comme des moyens d'arriver à leur fin. La liste des accords rompus et des traités transgressés est longue. Le traité de Versailles, les accords de Munich et le pacte de non-agression avec l'Union soviétique ne sont que quelques exemples. Le discours d'Hitler au Reichstag garantit la neutralité de plusieurs pays. Le 31 mai 1939, le Danemark signe un traité de non-agression avec l'Allemagne. Celui-ci sera transgressé 12 mois plus tard. L'Allemagne signe un traité de non-agression avec l'Union soviétique. Même si Adolf Hitler déclare ne plus avoir de revendications territoriales après l'annexion des Sudètes, il est certain que ses projets de conquête sont en cours au milieu de l'année 1939. De toute évidence, la Pologne est sa prochaine cible. L'Allemagne n'est pas encore prête à affronter l'URSS. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, négocie un pacte de non-agression avec son homologue soviétique Molotov. Le traité est signé le 23 août 1939. Dans celui-ci, les deux pays se partagent secrètement la Pologne entre eux, ce qui engendre une attaque allemande quelques jours plus tard. L'Allemagne envahit la Pologne. Adolf Hitler ordonne l'invasion de la Pologne le 31 août 1939. À 4h45 du matin, le 1er septembre, des bombardiers et des avions de chasse de la Luftwaffe franchissent la frontière polonaise, provoquant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale, puisque la France et la Grande-Bretagne s'étaient portées garantes de la souveraineté polonaise. Les accords de Munich sont rompus. L'Europe est en guerre. Une petite heure après l'attaque de la Luftwaffe, l'armée allemande regroupée au sud et commandée par le général von Rundstedt entre en force pour faire route sur Lodz, Cracovie et bien évidemment Varsovie. Le monde découvre le Blitzkrieg pour la première fois. Les troupes allemandes s'approchent de Varsovie. Dans la matinée du 1er septembre 1939, les bombardiers allemands pilonnent les chemins de fer polonais et la Pologne se retrouve vite paralysée. En quelques jours, deux troupes allemandes, l'une au nord-est de la Prusse, l'autre au sud de la Silésie, ont percé deux fronts et s'avancent rapidement sur la capitale, Varsovie. La tactique allemande est l'application basique du Blitzkrieg. On utilise l'infanterie mobile et la force aérienne pour encercler et coincer l'ennemi. Dès le 8 septembre, les forces allemandes sont près de Varsovie. L'armée polonaise est encerclée à l'ouest de la ville. Même si elle tente de résister, la Pologne est battue. Le Commonwealth, à part l'Irlande, déclare la guerre à l'Allemagne. Au soir du 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, suite à l'invasion de la Pologne. Beaucoup d'autres pays font de même ce jour-là. Le 10 septembre, tous les pays du Commonwealth, à part l'Irlande, ont officiellement déclaré la guerre à l'Allemagne. Il s'ensuit une période d'inactivité militaire qu'on surnommera la drôle de guerre. Les Alliés n'engagent aucune action contre les forces allemandes, sauf en mer. Il faut attendre l'année suivante, quand l'Allemagne passe à une autre phase de son projet d'expansion en envahissant le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Belgique et la France. Les forces soviétiques attaquent la Pologne. Après l'invasion allemande, seule une petite fraction de l'armée polonaise à l'est du pays peut espérer y réchapper. Mais le 17 septembre 1939, cet espoir est anéanti lorsque l'armée rouge attaque le pays déjà terriblement éprouvé. Le traité de non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique prévoit entre autres choses un partage de la Pologne qui cesse d'exister en tant que nation. Il n'est pas étonnant que les forces soviétiques ne rencontrent pas une grosse opposition. Elles ont réussi à recréer une frontière qui fut source de friction et d'animosité depuis des siècles.
on donne l'ordre à la brigade noire de Máček d'entrer en Hongrie. L'invasion de l'est de la Pologne par l'armée rouge et l'attaque allemande à l'ouest du pays ont laminé les forces polonaises. Pourtant, une partie de Varsovie tient toujours. En moins de 3 semaines, la Pologne est sur le point de s'effondrer sous les coups des panzers et des bombardiers. La seule troupe qui résiste encore est celle de la brigade noire du colonel Máček, qui continue à se battre dans les montagnes des Carpates au sud du pays. Le 19 septembre 1939, Máček reçoit l'ordre de franchir les montagnes avec sa brigade pour aller en Hongrie, dans l'espoir de la mettre en sécurité en prévision de combats à venir contre l'ennemi. L'armée rouge occupe Lvov. Les forces soviétiques envahissent l'est de la Pologne le 17 septembre 1939. Ça fait partie du pacte de non-agression signé avec l'Allemagne, qui partage ce pays plus petit entre ses deux plus grands voisins. La Pologne a déjà été écrasée par l'armée allemande qui l'a attaquée le 1er septembre. Le pays n'offre plus aucune résistance. Quand la dernière unité polonaise, la brigade noire de Máček, qui combat près de Lvov dans le sud-est, doit se replier en Hongrie, l'armée rouge entre dans la ville sans rencontrer pratiquement aucune opposition. Varsovie se rend. Varsovie a l'étrange honneur d'être la première grande ville à devoir subir les attaques aériennes allemandes quand la Pologne est envahie le 1er septembre 1939. L'armée allemande s'approche de la capitale depuis le 8 septembre, par le nord comme par le sud. Attaquée également par l'Union soviétique le 17 septembre, la Pologne et sa capitale sont sur le point de capituler. La garnison de Varsovie se bat courageusement. Non seulement les combattants polonais sont moins nombreux, mais ils doivent se battre avec un armement ancien et très réduit. Le 27 septembre, la ville doit se rendre. La Pologne capitule. En réalité, la guerre en Pologne est terminée depuis au moins 2 semaines, mais il reste des poches de résistance durant les derniers jours d'automne et la première semaine d'octobre 1939. Les Allemands franchissent la Vistule le 5 septembre. Leurs panzers atteignent Varsovie le 9 septembre et les forces soviétiques envahissent le pays le 17 septembre. Le 22 septembre, l'armée rouge occupe Lvov au sud-est du pays et le 27 septembre, la capitale polonaise doit capituler et se rendre aux Allemands. Avant le 5 octobre, la Pologne n'offre plus aucune résistance. Le pays est battu. Dans un discours, Hitler propose la paix à l'Ouest. Le réarmement allemand s'est fait rapidement à la fin des années 30. Hitler savait qu'il fallait attendre quelques années pour obtenir la force de frappe désirée. Même si la campagne de Pologne a montré la supériorité allemande, elle s'est déroulée dans un pays assez faible. Hitler ne veut pas s'attaquer à la France ni à la Grande-Bretagne, et encore moins à une alliance à ce moment précis. Dans un discours à la radio, il annonce que l'Allemagne n'a plus d'ambition territoriale en Europe, dans l'espoir d'empêcher toute action de représailles immédiate. Et il y arrive. Göring décore des soldats allemands après l'offensive polonaise. Décorer les combattants a toujours fait partie du système honorifique de la Wehrmacht. Il n'est guère étonnant de voir que Hermann Göring est ravi de perpétuer cette tradition dans la nouvelle armée. Cet ancien pilote de chasse de la Première Guerre mondiale est l'un des rares hauts placés nazis à avoir connu l'ancienne armée allemande avant 1933. Après la campagne de Pologne, les premières médailles ont été remises. Il est tout naturel que ce soit Göring qui rende cet honneur. Au cours de la guerre, ce système honorifique est de plus en plus utilisé pour booster le moral des troupes. Un grand nombre de médailles en ont perdu le lustre d'antan.
L'Union soviétique attaque la Finlande. La Finlande a signé un traité de non-agression avec l'Union soviétique dès 1932. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, le pays se déclare neutre. L'URSS veut sécuriser l'accès à l'ancienne capitale, Leningrad, et demande à la Finlande de céder des territoires de grande importance stratégique en échange d'une partie de la Carélie sous contrôle soviétique. Comme les Finlandais refusent, l'armée russe envahit la Finlande le 30 novembre et déclenche la guerre d'hiver. Sous le commandement de Mannerheim, les Finlandais résistent et remportent de belles victoires. Mais finalement, ils doivent négocier un accord de paix. Graf Spee est découvert près de la côte uruguayenne. Le navire de guerre Graf Spee traverse l'Atlantique 2 semaines avant que la guerre ne soit déclarée, dans le but de couler les navires marchands britanniques tout en évitant les croiseurs de la Royal Navy. Ce Panzerschiff, armé jusqu'aux dents, a coulé le paquebot Clément au large du Brésil. Les Français et les Britanniques ont lancé 8 flottes différentes à sa recherche, dont une flotte de 4 navires commandée par le contre-amiral Henry Harwood. Harwood est convaincu que le Graf Spee veut attaquer la grande flotte marchande à River Plate. C'est bien le cas. Il découvre le cuirassé au large de l'Uruguay au petit matin, le 13 décembre 1939. Le navire allemand est pourchassé et sera finalement coulé. Scharnhorst s'échappe de Brest et traverse la Manche. Même si l'Europe continentale est sous contrôle allemand, la British Navy continue à rivaliser avec les forces de l'Axe. Les Allemands ont 3 vaisseaux importants amarrés au port de Brest, en France. Le Scharnhorst, le Gneisenau et le Prinz Eugen. Le 11 février 1942, les 3 navires s'échappent de Brest et naviguent à toute vapeur jusqu'à la Manche. Les services secrets allemands sont excellents. Il n'y a aucun gros navire britannique sur leur route à ce moment-là. La RAF fait une maigre tentative pour arrêter les vaisseaux allemands, mais ça n'aboutit pas. Et les navires atteignent les ports allemands de la mer du Nord. Bataille acharnée en Carélie. Quand la Seconde Guerre mondiale est déclarée en 1939, la Finlande se déclare neutre. Afin de sécuriser les abords de Leningrad, l'Union soviétique demande à la Finlande de céder des territoires en échange d'une partie de la Carélie soviétique. Quand les Finlandais refusent, l'armée soviétique envahit le pays le 30 novembre 1939 et déclenche la guerre d'hiver ou la guerre russo-finlandaise. Sous le commandement de Karl Mannerheim, les Finlandais résistent et remportent d'étonnantes victoires. Les combats deviennent de plus en plus acharnés en février 1940 et les forces soviétiques supérieures en nombre arrivent à faire signer un accord de paix aux Finlandais. La guerre d'hiver est finie. L'Union soviétique envahit la Finlande le 30 novembre 1939 et déclenche la guerre russo-finlandaise. C'est David contre Goliath. Au début, les Finlandais se défendent très bien et remportent d'étonnantes victoires. Mais dès janvier 1940, Joseph Staline veut que cette guerre se termine au plus vite. Le général Timoshenko prend le commandement de la campagne et ordonne la destruction à l'artillerie automatique des défenses finlandaises, la ligne Mannerheim. Les Finlandais n'ont pas d'artillerie à longue portée. Le 12 mars, ils sont obligés de signer un accord de paix. Le traité russo-finlandais est signé à Moscou. Le 13 mars 40, le premier ministre finlandais Ryti doit aller à Moscou pour signer le traité de Moscou, dans lequel il accepte la défaite de son pays dans la guerre russo-finlandaise, plus connue sous le nom de guerre d'hiver. La Finlande abandonne de grands pans de terre. La nouvelle frontière ressemble plus ou moins à celle qu'avait dessinée le tsar Pierre le Grand en 1721. Elle n'a pas changé depuis, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui. En Carélie, la nouvelle frontière est maintenant à l'ouest de la ville de Viipuri et au nord de Suomussalmi.
Au nord, la frontière est repoussée sur environ 100 km à l'ouest. Les Britanniques minent les fjords norvégiens. L'industrie lourde allemande importe du minerai de fer suédois via le port norvégien de Narvik. Pris dans l'inactivité de la drôle de guerre, le premier Lord Admiral Winston Churchill annonce le 8 avril 1940 qu'il a ordonné à la Royal Navy d'installer des mines dans les eaux norvégiennes afin d'empêcher la circulation des bateaux. Cet acte est en parfaite violation avec la neutralité de la Norvège. Les Britanniques le justifient sur le simple fait que la réaction des Allemands n'en serait sûrement que plus flagrante. Malgré sa neutralité, la Norvège est amie avec la Grande-Bretagne. Beaucoup de Britanniques trouvent cela bizarre. L'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. Adolf Hitler est inquiet car l'aide fournie par les Britanniques à la Finlande peut freiner l'importation de minerais de fer provenant de Suède, surtout lors des attaques britanniques contre Graf Spee dans les eaux norvégiennes en février 1940. C'est à ce moment-là qu'il décide d'envahir la Norvège et le Danemark le 9 avril. Le lendemain du minage des fjords norvégiens par les Britanniques, au petit matin, les troupes allemandes débarquent à Oslo, Bergen, Trondheim et même Narvik, tandis qu'au même instant, des troupes franchissent la frontière danoise pour atteindre Copenhague. Le Danemark présente peu de résistance et passe sous le contrôle allemand en quelques heures, mais les Norvégiens se battent. Les troupes britanniques débarquent à Narvik. Les Allemands attaquent la Norvège le 9 avril 1940 et rencontrent une forte résistance de la part de cette petite nation. Mais celle-ci ne peut pas grand-chose devant la supériorité de la Luftwaffe. La Royal Navy offre un peu de résistance lors d'une attaque d'un destroyer et provoque le chaos parmi la flotte allemande dans le port de Narvik. Le 15 avril, les troupes britanniques débarquent à Narvik et dans d'autres villes norvégiennes. Ces renforts ne font pas le poids devant des troupes allemandes mieux entraînées, mieux armées, mieux coordonnées et bien mieux commandées. Les survivants de 2 brigades britanniques sont évacués de Åndalsnes le 1er mai. L'Allemagne ouvre le front de l'Ouest. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Mais une période d'inactivité militaire s'ensuit, c'est la drôle de guerre. Vers 2h30 du matin, le 10 mai 1940, 64 hommes de l'armée allemande franchissent la frontière hollandaise. Le front de l'Ouest est officiellement ouvert. 3 heures plus tard, 30 divisions du groupe armé B partent de Maastricht et font route vers la côte, vers l'estuaire de l'Ems. La percée la plus importante se fait dans le sud, là où l'armée du général von Rundstedt réussit ce que les Alliés croyaient impossible. La traversée des Ardennes avec 44 divisions et le fameux périple jusqu'à la côte et puis Dunkerque. La 4e armée allemande atteint la Meuse. Depuis 1919, les Français croient la région boisée des Ardennes infranchissable par des tanks. Pourtant, le 10 mai 1940, les 7 divisions de panzer du général Kleist la traversent. Elles constituent le groupe armé A. À une vitesse qui fait pleurer de joie Hitler, les Allemands avancent inexorablement et arrivent sur la Meuse le 12 mai. Les Alliés avaient prévu d'envoyer les forces expéditionnaires britanniques en Belgique pour fermer le passage entre la frontière allemande et la côte. Mais 2 facteurs ont anéanti leur plan. L'avancée rapide des armées allemandes et la traversée surprise de la forêt des Ardennes. Rotterdam est détruite. Hermann Göring a eu la charge de rebâtir une nouvelle armée allemande avant la guerre. C'est lui qui a l'idée des bombardements à répétition. Il consiste à raser des villes entières à coups de bombardements aériens dans le but de soumettre la population civile. Le 14 mai 1940, des dizaines d'escadrons de la Luftwaffe attaquent le grand port de Rotterdam. La ville sans défense est quasiment rayée de la carte. On n'avait jamais connu une telle hécatombe parmi les civils. Au même moment,
on apprend que les forces allemandes ont atteint la Meuse en des temps records, de Namur à Liège. L'armée hollandaise se rend. Guderian fait une percée à Sedan. Le brillant général des Panzers, Heinz Guderian et son corps de blindés atteignent la Meuse de chaque côté de la ville de Sedan dans l'après-midi, le 12 mai 40. Dès le soir, les troupes allemandes contrôlent la Meuse jusqu'à Dinant. Le haut commandement français avait estimé que les Allemands mettraient au moins 6 jours pour franchir le fleuve, mais Guderian et ses Panzers y sont arrivés en 24 heures. Dans la matinée du 14 mai, Guderian met en place 2 têtes de pont. Le 15 mai au petit matin, la France est envahie. Les Panzers entrent via les 2 têtes de pont sous les nuages de fumée des Stukas. La percée est énorme et réussie. Roosevelt demande au Congrès 50 000 avions par an. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, il ne fait aucun doute que la suprématie aérienne est vitale. Le 16 mai 40, le président Roosevelt demande au Congrès au moins 50 000 avions par an, cela même avant Pearl Harbor. Beaucoup d'usines en construisent déjà, comme celle de Boeing, dont les B-17, les forteresses volantes, joueront un rôle déterminant en Europe comme dans le Pacifique. Les techniciens de Boeing inventent de nouvelles façons de travailler et réduisent le délai de fabrication, ce qui permet d'augmenter la productivité de 30% en quelques semaines. On produit de gros bombardiers en grande quantité. Les Stukas attaquent les civils dans le nord de la France. Le Junker 87 ou le Stuka est entré en action avec la Légion du Condor en Espagne et prend un rôle important dans les bombardements allemands. Le 17 mai 40, on utilise le Stuka pour attaquer la population dans le nord de la France afin de bloquer les grandes routes et créer le chaos parmi les troupes alliées qui battent en retraite. Les villes et villages sont pris pour cible par les bombardiers de la Luftwaffe. Alors que les gens sont en train de fuir, les Stukas les mitraillent pour les forcer à se diriger dans une certaine direction. Pris de panique, les civils, femmes et enfants inclus, forment un barrage humain qu'il est difficile, voire même impossible de pénétrer. Les forces allemandes atteignent Abbeville dans l'ouest de la France. Après leur succès à Sedan, les 14 et 15 mai 40, les Panzers du général Heinz Guderian sont pratiquement inarrêtables. Le soir du 20 mai, Guderian arrive à Abbeville, à l'embouchure de la Somme, à environ 230 km à l'ouest de Sedan. C'est une incroyable prouesse. Le lendemain, 4 brigades britanniques et la première armée de tanks se dirigent vers le front et doivent être soutenues par les forces françaises. Mais elles sont vite arrêtées par 7 divisions Panzer. Les Britanniques doivent reculer et se retrouvent sur les plages de Dunkerque. Hitler arrête l'avancée allemande vers Dunkerque. L'invasion allemande est rapide dans le nord de la France en mai 40. Elle repousse les forces expéditionnaires britanniques et les troupes françaises vers la mer. Le 24 mai, les plages autour du port de Dunkerque servent de dernier refuge à plus de 330 000 soldats alliés. Pendant ce temps, les divisions allemandes se rapprochent. Les Allemands hésitent. En réalité, c'est Adolf Hitler lui-même qui donne l'ordre de stopper l'avancée. Plus tard, ce faux pas militaire coûtera très cher aux Allemands. Les experts militaires et politiques en parlent encore. Pourquoi le Führer a-t-il refusé une telle occasion de capturer un si grand nombre de troupes alliées expérimentées? À Dunkerque, l'évacuation commence. Plus de 330 000 soldats se retrouvent sur les plages de Dunkerque. Ils sont sauvés grâce à l'ordre très étonnant de Hitler de stopper l'avancée des Allemands vers la mer. L'opération Dynamo est le nom donné à l'évacuation de l'armée britannique et des soldats français. Elle débute le 27 mai 40 et implique plus d'1 millier de navires. Cela va du grand croiseur de la Royal Navy aux petits dinghies pilotés par des particuliers. Tous traversent la Manche.
Les Britanniques pensent qu'avec un peu de chance, ils pourront sauver au moins 50 000 hommes. En fait, 338 226 soldats atteignent miraculeusement l'Angleterre. C'est une force inestimable pour les combats à venir. La Belgique capitule. Le 28 mai 40, le roi Léopold de Belgique signe un armistice avec les Allemands. L'armée belge n'existe plus. La force expéditionnaire britannique ne peut plus compter sur le soutien des Belges et constate une brèche gigantesque sur son flanc gauche qui l'expose à une défaite imminente. Durant la nuit, cette brèche est colmatée grâce à une manœuvre des plus difficiles. Elle est effectuée avec efficacité par la 3e division d'infanterie sous le commandement du général Bernard Montgomery. Cette manœuvre permet, en protégeant les plages de Dunkerque, de sauver la force expéditionnaire britannique. Les troupes allemandes sont repoussées de Narvik en Norvège. Après l'invasion de la Norvège le 9 avril 40, les Norvégiens, avec l'aide des forces britanniques, se battent courageusement, mais doivent se rendre dans le sud et le centre du pays le 1er mai. Néanmoins, dans le nord, près du port de Narvik, la situation n'est pas aussi favorable pour le général Kittel et ses 2000 soldats. Ils sont lourdement attaqués par les forces britanniques, les chasseurs allemands français et les chasseurs du nord polonais. Le 28 mai, les forces alliées entrent dans la ville. Le 29, Narvik est aux mains des Alliés. L'évacuation de Dunkerque est terminée. L'évacuation de Dunkerque est terminée le 4 juin 40. Les Allemands déclarent qu'ils ont capturé 40 000 prisonniers, mais plus de 330 000 hommes sont rapatriés en Angleterre. Les Britanniques exultent de joie, mais Churchill montre de la prudence dans un discours qui deviendra historique en Grande-Bretagne. Nous défendrons notre île, coûte que coûte. Nous nous battrons sur les plages, sur les terrains d'atterrissage, dans les champs, dans les rues et dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Le roi et le gouvernement norvégien quittent le pays et la Norvège capitule. Les Allemands envahissent la Norvège le 9 avril 40 et rencontrent une forte opposition. Mais la chance n'est pas du côté des Norvégiens. Ce pays de moins de 4 millions d'habitants avec une défense limitée se retrouve face à une nation avec l'une des armées les plus modernes du monde. Malgré le soutien britannique au nord, le pays doit capituler le 7 juin 40. Cependant, aucun traité n'est signé entre le gouvernement ou le roi de Norvège et les Allemands. Le roi Haakon II part en exil en Angleterre où il dirigera son gouvernement exilé jusqu'à la fin de la guerre. L'avancée allemande en France prend de la vitesse. Après la chute de Dunkerque, l'armée allemande part en direction de la Seine le 5 juin 40. 5 corps armés, dont 3 sous le général Bock et 2 commandés par le général Rundstedt, sont accompagnés par un flot de bombardiers. Le 9 juin, Hitler déclare « La deuxième grande offensive commence aujourd'hui avec des moyens extraordinaires. » Et les Allemands doivent utiliser tous les moyens puisque les Français sont déterminés à les stopper sur la route qui mène à la Seine et à Paris. Malgré tout le courage des Français, l'avancée des Allemands est simplement retardée de quelques heures. Le 11 juin, les Allemands contrôlent la Seine, du Havre jusqu'à Vernon. Mussolini attaque le sud de la France. Le 10 juin 40, l'Italie déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. Mussolini veut contribuer à l'effort de guerre du pacte de l'acier. Il franchit la frontière entre la France et l'Italie dans le but de capturer Nice avant l'arrivée des Allemands. Ce n'est pas une surprise. Mussolini n'atteint pas son but.
et ne saura même pas s'il pouvait y arriver. Il traverse la frontière le 20 juin, et le 22 juin, l'armistice est signé avec les Allemands et un accord est conclu sur la limite de l'occupation. La Provence n'est pas inclue. Churchill s'envole pour la France. Weygand, le commandant en chef français, déclare le 9 juin 1940 « Nos armées se battent pour une dernière bataille défensive. Si elles échouent, elles seront détruites rapidement. » Churchill s'envole pour la France le 22 juin pour évaluer la situation. Il rencontre le général Weygand soutenu par le maréchal Pétain. À ses côtés se tient le brigadier de Gaulle. De Gaulle déclare plus tard qu'ils n'ont fait que discuter et que la seule option qui leur reste est de se réfugier de l'autre côté de la mer. Weygand rejette une telle proposition et affirme « Je n'accepterai jamais qu'on couvre de honte notre drapeau. » Paul Reynaud démissionne car il refuse la capitulation. Le commandant en chef français, le général Weygand, déclare qu'il n'acceptera jamais que les soldats français quittent la France pour aller se battre avec les Britanniques et les Américains. Il va jusqu'à affirmer qu'un tel acte serait le pire des crimes et causerait des dommages irréparables à l'honneur militaire de la nation. Aussi comprend-on difficilement pourquoi seulement 8 jours après cette déclaration, il ordonne aux formations de l'armée française restant près de la ligne Maginot, environ 400 000 soldats, de demander l'armistice. Cette attitude n'est pas appréciée par le Premier ministre français Paul Reynaud, qui refuse de capituler et décide donc de démissionner le 16 juin 1940. Le maréchal Pétain demande l'armistice. La démission de Paul Reynaud, le Premier ministre, le 16 juin 1940, ouvre grand la route au maréchal Philippe Pétain, qui prend le pouvoir en s'autoproclamant Premier ministre. Le lendemain, le 17 juin, Pétain commence à négocier avec les Allemands un armistice dans laquelle la France n'abandonnerait pas tous ses pouvoirs aux forces de l'occupation. Il est conclu que les Allemands occuperaient la France jusqu'au nord de la Loire et sur toute la côte atlantique jusqu'à la frontière espagnole. Cela implique que 55% du territoire français, dont Paris, est en zone occupée, mais qu'un État français continue à exister et qu'il dirige toujours son empire colonial. La reddition est signée entre l'Allemagne et la France à Compiègne. Le maréchal Philippe Pétain remplace Paul Reynaud en tant que Premier ministre de la France le 16 juin 1940 quand ce dernier démissionne, car il refuse un accord de paix avec les Allemands. Pétain négocie aussitôt un accord avec les Allemands que beaucoup de Français jugent honteux. Le gouvernement de Vichy est mis en place. L'accord officiel pour la reddition est signé le 22 juin. Les Allemands insistent pour que la signature ait lieu dans le même wagon de train à Compiègne, où l'armistice avait été signé en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. Hitler explose de joie. Un cessez-le-feu est signé entre les Français et les Italiens. L'Italie de Mussolini déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la France le 10 juin 1940. Les troupes italiennes se dirigent vers la frontière franco-italienne. Tandis que les Allemands vont vers le sud en direction de la Seine et de Paris, Mussolini espère que ses forces pourront capturer la Provence et établir une place forte à Nice. Cela n'aura pas lieu. Pétain négocie la paix et arrive à obtenir un accord qui laisse le sud de la France aux mains du gouvernement français. En tant que jeune partenaire dans le pacte de l'acier, Mussolini est obligé d'accepter la fin des hostilités. Le 24 juin, un accord de cessez-le-feu est signé entre la France et l'Italie. Les Allemands occupent les îles anglo-normandes. Les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, Alderney et Sark, n'ont aucune importance stratégique, si ce n'est qu'elles facilitent aux forces anglaises, aux commandos ou aux particuliers l'accès en France et dans le continent. Les Allemands décident d'occuper les îles.
Ils envahissent Jersey et Guernesey le 30 juin 40. Il n'y a aucune opposition. La résistance est quasiment inexistante. D'ailleurs, il n'y a pas de force de police dans ces îles. Les îles anglo-normandes sont le seul territoire britannique que les Allemands occuperont durant toute la guerre. Ils y resteront jusqu'en mai 1945. Le maréchal Pétain assume la fonction de chef d'État français. Le maréchal Pétain est dorénavant le premier ministre de la zone libre de la France. Il a négocié un armistice avec les occupants allemands que beaucoup de Français trouvent honteux. Le héros de Verdun a 84 ans. Même si ses choix sont peu judicieux, peu de gens doutent de sa sincérité quand on lui attribue les pouvoirs de chef d'État le 10 juillet 1940. Le jour suivant, le 11 juillet, le nouveau gouvernement s'installe à Vichy. Pétain a des pouvoirs dictatoriaux. Avec son premier ministre Pierre Laval, il met en place une administration à tendance fasciste dont même les Allemands se méfient. Hitler réitère l'offre de paix de l'année précédente à l'Ouest. En 1940, les victoires allemandes sont rapides en France. Le monde entier est surpris, même Hitler et son équipe. Il n'aurait jamais cru qu'en un mois de campagne, il se retrouverait en train de parler d'une invasion de l'autre côté de la Manche. On raconte que l'absence d'un plan d'invasion spécifique serait due à la réticence de Hitler de faire la guerre à la Grande-Bretagne. Il le déclare à la radio au monde entier le 19 juillet, quand il fait son offre de paix. Quand Winston Churchill rejette son offre le 22 juillet, Hitler se décide finalement et demande un plan d'invasion. La RAF détruit 71 avions allemands et en perd 27. Hermann Göring affiche son optimisme en affirmant que la Luftwaffe peut battre l'Angleterre et permettre une invasion facile et sans problème. Après les premières attaques de navires dans la Manche, la seconde phase de la bataille d'Angleterre débute le 11 août 40, quand les bombardiers allemands attaquent les postes de commandement et les radars situés autour de Londres. Mais la RAF répond aux attaques avec succès. Les pertes allemandes sont beaucoup plus importantes que les pertes britanniques. Durant le raid lancé le 18 août, 71 avions allemands sont abattus alors que la RAF n'en perd que 27. Trotsky est assassiné au Mexique. Durant les années qui ont suivi la révolution russe, Léon Trotsky est le second derrière Lénine. Il le soutient sur les grands problèmes au Politburo. Quand Zinoviev, Kamenev et Staline prennent le pouvoir, Trotsky forme une opposition de gauche. Il est envoyé en exil en Asie centrale en 1928, puis expulsé de l'URSS l'année suivante. Trotsky cherche refuge en Turquie, en France, en Norvège, et le trouve finalement au Mexique où il continue à critiquer férocement le régime de Staline. Un agent de Staline le blesse mortellement avec un pic à glace à Coyoacán au Mexique le 20 août 1940. Il décède le lendemain. La Luftwaffe intensifie ses attaques en Angleterre. La RAF bombarde Berlin le 25 août en représailles des bombes larguées sur Londres 2 jours auparavant par un pilote de la Luftwaffe qui se dirigeait vers les Midlands. Hermann Göring s'était vanté devant Hitler que cela n'arriverait jamais, puisque de toute évidence la RAF était à bout. Hitler décide qu'il est temps de tester le moral du peuple britannique. Il ordonne que la Luftwaffe arrête d'attaquer les camps de la RAF pour se mettre à bombarder les villes britanniques. C'est ainsi que commence le Blitz. Il provoquera la mort de milliers de civils et une destruction massive. Cependant, il fera naître chez le peuple un sentiment de méfiance et de grande détermination. Le général italien Graziani débarque en Afrique. Les forces italiennes à Cyrénaïca en Afrique sont commandées par le général d'armée Rodolfo Graziani, qu'on surnomme le Boucher en raison de ses exactions sur la tribu Sénoussi.
Quand la guerre éclate, Graziani se retrouve face à un ennemi mieux armé que lui. Il demande en personne et par courrier à appliquer une politique passive durant son commandement en Libye. Finalement, Mussolini perd patience. Il envoie un ordre au commandant réticent et 5 divisions de la 10e armée italienne franchissent la frontière égyptienne. On ne peut pas dire que les forces italiennes se couvriront de gloire. Chamberlain démissionne. Arthur Neville Chamberlain est né en 1869. Il est élu au Parlement en 1918. Il occupe les fonctions de ministre des Postes et Télécommunications, de ministre de la Santé et de chancelier avant de succéder à Baldwin en tant que Premier ministre en 1937. Sa politique en faveur de la paix échoue avec le pacte de Munich avec l'Allemagne. Il doit démissionner en mai 40 à la fin de la drôle de guerre. Ensuite, il sert au cabinet de Churchill en tant que Lord Président du Conseil jusqu'au 3 octobre 1940, quand la maladie le force à démissionner. Neville Chamberlain décède le mois suivant. Hitler et Mussolini se rencontrent au col du Brenner. Depuis le début de la guerre en Europe, Mussolini consulte Hitler sur ses réflexions et ses ambitions pour l'avenir. Mais Hitler fait rarement cela avec Mussolini. Quand le Führer et le Duce se rencontrent au col de Brenner le 4 octobre 40, l'Allemagne a envahi et occupe la Roumanie. Mais Hitler n'informe pas Mussolini de ce détail. Le leader italien l'apprend seulement quelques jours plus tard. Mussolini n'est pas content. Il prend ça pour un manque de confiance et crie sa colère devant ses officiers. En réalité, il ne peut pas faire grand-chose. De toute évidence, il n'est qu'un jeune partenaire. Le coin de l'enfer. La bataille d'Angleterre se déroule dans le ciel, au sud de l'Angleterre. Mais un étroit corridor qui part de Douvres et remonte jusqu'à Londres est souvent utilisé. On le surnomme le coin de l'enfer. Afin d'arrêter les bombardiers allemands, c'est là que les Hurricanes et les Spitfire, les avions de chasse britanniques, affrontent l'ennemi. Les affrontements avec les avions de chasse allemands, surtout les Messerschmitt 109, sont incessants durant la journée. Même si la RAF est sur de lourdes pertes, les Britanniques prennent l'ascendant et provoquent de tels dommages aux bombardiers et aux avions de chasse allemands que ces derniers abandonnent les missions de jour. Les Allemands sont en train de perdre la bataille d'Angleterre. La RAF bombarde Kiel. Le Blitz, c'est le bombardement systématique par l'aviation allemande, la Luftwaffe, de cibles majoritairement civiles en Angleterre entre l'automne 1940 et le début de l'année 1941. Durant cette période, plus de 40 000 civils britanniques sont tués et 50 000 sont blessés dans les bombardements de Coventry, Southampton, Cardiff, Swansea, Liverpool, Bristol, Plymouth et Londres, parmi d'autres. Les effectifs de la RAF sont limités, mais il est important autant moralement que tactiquement de lancer des représailles. Dès le mois d'octobre, les raids commencent sur des cibles allemandes. Le 16, l'attaque de la base navale de Kiel en Allemagne du Nord est une grande réussite pour la RAF. Les troupes italiennes franchissent la frontière albano-grecque. Mussolini accepte difficilement d'être considéré comme un jeune partenaire par Adolf Hitler dans le traité de l'Acier. Quand les forces allemandes envahissent la Roumanie, le Duce ignore l'avertissement de Hitler à propos d'une offensive dans les Balkans. Il crie au maréchal Badoglio « Nous a-t-il informés pour la campagne de Norvège ou pour l'offensive sur le front de l'Ouest ? Il fait comme si on n'existait pas. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. » Et c'est ce qu'il fait. Le 28 octobre au petit matin, les forces italiennes qui occupent déjà l'Albanie franchissent la frontière grecque dans la région montagneuse de Pindus et commencent une campagne vouée à l'échec qui nécessitera l'intervention des Allemands. L'armée britannique quitte l'Égypte et navigue vers la Crète. La Crète domine les voies maritimes de l'est de la Méditerranée. À vol d'oiseau, elle est proche des bases d'Afrique du Nord.
L'invasion de la Grèce par l'Italie le 28 octobre 40 fait de la Crète la cible d'un éventuel contrôle par les forces de l'Axe. Le 29 octobre, un contingent britannique navigue vers l'île afin de mettre en place une base pour des opérations militaires dans les Balkans. La garnison alliée, commandée par le général Freyberg, y passe un séjour assez calme jusqu'en avril-mai de l'année suivante, quand les forces britanniques situées en Grèce arrivent sur l'île. Suite à cela, les Allemands attaquent le 20 mai au petit matin. Le roi et la reine inspectent les dégâts durant le Blitz. Le roi George VI, qui a succédé à son frère Édouard VIII après l'abdication de celui-ci, est un monarque populaire et discret. Le roi et la reine Élisabeth ont refusé de se faire évacuer au Canada et resteront en Grande-Bretagne durant toute la guerre. Pendant le Blitz, il est évident que le couple royal a remonté le moral du peuple en rendant souvent visite aux unités militaires et aux villes ravagées. Le 31 octobre 1940, au beau milieu de la bataille d'Angleterre, le roi et la reine inspectent les dégâts causés par les raids allemands sur la capitale. Cet acte est très apprécié par la population locale. Neville Chamberlain décède. Arthur Neville Chamberlain est né en 1869. Il est le fils de Joseph Chamberlain et le demi-frère de Sir Austen. Après avoir réussi dans les affaires, il est nommé Lord Mayor de Birmingham et devient membre du Parlement en 1918. Il succède à Stanley Baldwin au poste de Premier ministre en 1937. Le but principal de Chamberlain en tant que Premier ministre est d'éviter à tout prix une guerre en Europe. Sa politique d'apaisement avec Hitler arrive à son terme avec le pacte de Munich en septembre 1938. Après l'échec retentissant du pacte et quelques mois de guerre, Chamberlain doit démissionner en mai 1940. Il meurt le 9 novembre. Les Allemands bombardent Coventry. En novembre 1940, durant la bataille d'Angleterre, les événements évoluent en faveur de la RAF. Le haut commandement allemand, dont font partie Hitler et Göring, décide de bombarder des cibles civiles dans le but de démoraliser la population. On peut dire que le raid sur Coventry du 14 novembre 1940 a également un objectif militaire, puisqu'il y a des usines d'armement et de munitions dans cette ville. L'attaque, dont le nom de code est Sonate au clair de lune, est lancée par 449 bombardiers de la Luftwaffe. Une grande partie de la ville est détruite, dont la cathédrale. Il y a beaucoup de victimes, plus de 1000 personnes sont mortes ou gravement blessées. Attaque incendiaire à Londres. La bataille d'Angleterre ne se déroule pas bien pour la Luftwaffe de Hermann Göring. On emploie plusieurs tactiques, mais aucune n'est efficace. Et le fait de bombarder la population ne fait que renforcer la détermination des Britanniques. Le 8 décembre 1940, les Allemands appliquent une autre stratégie. Ils larguent sur Londres des bombes incendiaires afin de causer des ravages terribles dans la ville. Le raid est programmé au moment où la Tamise est à marée basse. Elle l'est depuis des mois, ce qui rend le travail des pompiers très difficile. Les ravages sont impressionnants. Mais la RAF avait pris le dessus bien avant cela. La bataille d'Angleterre est perdue pour les Allemands. Les Britanniques prennent Solum. Sous la pression de Mussolini, les forces italiennes d'Afrique, commandées par le général Graziani, se dirigent vers l'Égypte en septembre 1940. Les Italiens sont arrêtés à Sidi Barrani sur la côte et le commandant britannique, le général O'Connor, lance une contre-offensive le 9 septembre. Cette contre-attaque est une grande réussite. Les Alliés n'en espéraient pas tant. Dès le 10 décembre, leur plus gros souci dans le désert est de trouver ce qu'ils vont faire de leurs 20 000 prisonniers de guerre. Les Britanniques profitent de cette occasion pour continuer leur avancée. Ils prennent et occupent Solum, qui se trouve à 80 km à l'ouest, le 17 décembre.